Il est 22h43. Thomas regarde un objet dont il ignorait l'existence 12 minutes plus tôt. Maintenant, il le veut, vraiment. Sur l'écran, un organiseur numérique est posé au milieu d'un bureau parfait. Pas de courrier en retard. Pas de tasse oubliée. Pas de semaine commencée sans plan. Une phrase apparaît sous l'image. Reprenez le contrôle de vos journées. Prix habituel. 129 €. Prix de ce soir. 4,29 €. Plus que 2 en stock. Fin de l'offre dans 7 minutes et 42 secondes. Thomas n'a jamais comparé cet appareil avec un autre. Il n'a lu aucun test. Il ne sait même pas exactement où il le posera. Mais il sait une chose. Il ne veut pas rater l'offre. Ce qui est étrange, c'est que Thomas n'est pas vraiment en train d'acheter un organiseur. Il achète un lundi matin. Un lundi où il se lèvera à l'heure, où chaque rendez-vous sera prévu, où son bureau sera calme, où il sera. Enfin, le genre de personne qui contrôle ses journées. L'objet coûte 89 €. La personne qu'il promet de devenir paraît inestimable. Voilà pourquoi nous achetons tant de choses qui finiront dans un placard. Elles ne semblent jamais inutiles au moment de l'achat. À cet instant précis, elles accomplissent déjà un travail. Simplement, ce travail n'est pas écrit sur l'étiquette. Ce soir-là, Thomas a raté presque tout ce qu'il avait prévu. Il devait faire les courses le matin. Il est parti à midi. Il devait appeler sa mère. Il a oublié. Il devait préparer la semaine de son fils avant le dîner. À 22 h, les papiers étaient encore sur la table. Alors Thomas a pris son téléphone, pas pour acheter quoi que ce soit. Pour ne plus penser pendant quelques minutes. Il a regardé une vidéo, puis une autre, et l'algorithme lui a présenté exactement ce dont il semblait manquer. De l'ordre. Une lumière chaude, un écran propre. Une main qui déplace calmement 3 tâches vers le lendemain. Ce que la publicité montre n'est pas seulement un produit, c'est l'absence du problème. Thomas ne compare donc pas 89 € avec les fonctions d'un appareil. Il compare 89 € avec la journée qu'il vient de subir. Et soudain, le prix semble raisonnable. En France, les achats en ligne ont représenté près de 200 milliards d'euros en 2025. 3 milliards 200 millions de transactions. L'année précédente, plus de 40 et 1 million de Français avaient effectué au moins un achat sur Internet. En moyenne, cela représentait plus d'une transaction par semaine et par cyberacheteur. Une commande de course, un billet de train, un cadeau, un abonnement, et parfois, à 22h43, un objet que personne n'avait prévu d'acheter. Ce chiffre ne prouve pas que nous achetons tous trop. Il montre autre chose. L'achat n'est plus un lieu où l'on doit se rendre. Il nous accompagne, dans le train, au lit, entre 2 messages, et surtout, dans les moments où nous sommes trop fatigués pour distinguer un besoin d'une promesse. Autrefois, une envie devait survivre à plusieurs obstacles. Sortir, se rendre dans un magasin, trouver le produit, voir l'argent quitter physiquement le portefeuille. Aujourd'hui, l'envie peut apparaître et devenir une livraison avant même que l'émotion qui l'a créée ait eu le temps de disparaître. Ce confort est utile. Il rend aussi la frontière plus fine entre vouloir et posséder. Pour comprendre ce qui se passe dans la tête de Thomas, il faut séparer 2 objets. Celui qui existe sur la page et celui qui existe dans son imagination. Sur la page, l'organiseur affiche un calendrier, la météo et une liste de tâches. Dans l'imagination de Thomas, il répare ses retards. Il réduit sa culpabilité. Il remet de l'ordre dans l'appartement. Il le rend plus disponible pour son fils. Il lui prouve qu'il peut encore changer. Aucun appareil ne pourrait réellement tenir toutes ces promesses. Mais aucun appareil n'a besoin de les tenir avant le paiement. Il suffit que Thomas puisse les imaginer. Des chercheurs parlent de consommation compensatoire lorsque l'achat sert à répondre à un écart entre la personne que nous pensons être et celle que nous voudrions devenir. Cet écart peut concerner le statut, la compétence, l'apparence, le contrôle ou le sentiment d'appartenir à un groupe. Nous n'achetons alors plus seulement une fonction. Nous achetons un symbole, un carnet pour devenir organisé, des haltères pour devenir sportif, une pile de livres pour devenir cultivé, une veste pour entrer dans une pièce avec davantage d'assurance. Le symbole n'est pas forcément inutile,
Le carnet peut servir, les haltères aussi. Mais il existe un piège discret. Acheter le symbole donne parfois une petite partie de la récompense avant d'avoir accompli le moindre geste. Thomas se sent déjà plus organisé. Le colis n'est même pas parti. Le changement paraît commencer, alors que seule la transaction est terminée. Le compte à rebours affiche maintenant 5 minutes et 11 secondes. Thomas se lève pour chercher sa carte bancaire. Dans un tiroir, il aperçoit un carnet noir, couverture rigide, papier épais. Il l'avait acheté 8 mois plus tôt, après avoir vu une vidéo intitulée « Organisez toute votre vie en une page ». Les 6 premières pages sont remplies, toutes les autres sont blanches. Thomas pousse le carnet sur le côté et prend sa carte. Il ne voit pas encore le lien, parce que le carnet et l'organiseur ne ressemblent pas au même objet. Mais psychologiquement, ils occupent exactement le même poste. Tous les deux ont été engagés pour fabriquer une nouvelle version de Thomas. Et ce soir, ce poste est de nouveau vacant. Il reste 4 minutes. Une autre force intervient. Thomas a passé sa journée à perdre le contrôle. Des horaires ont glissé. Des demandes sont arrivées. Son fils a changé les plans. Le téléphone, lui, propose une décision simple. Oui ou non? Acheter ou fermer? Une décision avec un début, une fin et une confirmation immédiate. Des expériences en psychologie de la consommation suggèrent qu'après une perte de contrôle, certaines personnes deviennent plus attirées par des produits utilitaires associés à la résolution de problèmes. Pas seulement par des objets luxueux, par des boîtes de rangement, des appareils de cuisine, des applications d'organisation. Tout ce qui semble dire, désormais, le problème sera maîtrisé. Voilà une révélation importante. Un achat peut être parfaitement rationnel dans sa forme et profondément émotionnel dans sa fonction. Thomas ne cherche pas un plaisir frivole. Il cherche la sensation de reprendre la main. Et l'achat la lui donne. Pendant quelques secondes. Mais le site ne se contente pas d'attendre sa décision. Il l'accélère. Plus que 2 en stock. Une remise qui disparaît. 3 autres personnes consulteraient cette page. Livraison offerte s'il commande maintenant. La question initiale était: cet objet améliorerait-il réellement ma vie? Le compte à rebours la remplace par une autre. Est-ce que je vais perdre 40 €? Le produit n'a pas changé. La décision, si. La DGCCRF appelle design trompeur. Certaines interfaces conçues pour pousser les consommateurs vers des choix qu'ils n'auraient pas nécessairement fait autrement. Faux compte à rebours. Faux stock. Options présélectionnées. Informations cachées. Lors d'un contrôle coordonné au niveau européen, au moins un procédé manipulateur a été trouvé sur 148 des 399 boutiques examinées. Cela ne signifie pas que le compteur de Thomas est forcément faux. Le mécanisme fonctionne même s'il est vrai. Il transforme le temps consacré à réfléchir en risque de perdre. Il reste 2 minutes et 20 secondes. Thomas n'a finalement pas besoin de sa carte. Elle est déjà enregistrée. Son adresse aussi. Le bouton ne dit pas « Retirez 89 € de votre prochain mois ». Il dit simplement « Achetez maintenant ». Thomas pose son pouce. Vibration. Visage reconnu. Commande confirmée. Il est 22h49. Le compteur disparaît. Et Thomas ressent immédiatement quelque chose. Du soulagement. Sa journée est toujours désorganisée. Les papiers sont toujours sur la table. Il n'a toujours pas appelé sa mère. Mais un colis est en route. Et ce colis contient une histoire dans laquelle demain sera différent. Thomas range son téléphone. Le changement qu'il voulait ressentir lundi est arrivé dimanche soir. Pas sous forme d'habitude, sous forme d'anticipation. Des travaux publiés dans le Journal of Consumer Research ont suivi les émotions suscitées par des produits avant et après l'achat. Chez les participants les plus matérialistes, l'émotion positive montait pendant l'attente, puis diminuait après l'acquisition. Pourquoi? Une partie de cette montée venait des transformations attendues. Le produit n'allait pas seulement être possédé, il allait améliorer la vie, renforcer les relations, changer la manière dont la personne se voyait. Ce résultat ne signifie pas que tout désir finit en déception. Il révèle une asymétrie. Avant l'achat, le produit peut contenir toutes les possibilités. Après, il ne contient plus que ce qu'il fait réellement.
C'est ici que le désir possède un avantage immense sur la possession. Le désir peut rester parfait. Dans l'imagination, l'organiseur fonctionne tous les jours. Thomas ne l'oublie jamais. Il ne tombe jamais en panne. Il ne devient jamais un écran de plus à configurer. La possession, elle, doit affronter la vie réelle. Mercredi, le colis arrive. Thomas travaille. Il le pose dans l'entrée. Jeudi, il rentre tard. Vendredi, il ouvre enfin la boîte. L'objet est beau, mais il faut créer un compte, connecter le calendrier, choisir les catégories, installer une mise à jour. Thomas configure l'essentiel, puis se promet de terminer dimanche. Le premier lundi, il l'utilise. Le deuxième, un peu moins. 3 semaines plus tard, l'écran affiche encore une tâche terminée depuis 12 jours. L'objet n'a pas cessé de fonctionner. La promesse, elle, a rencontré Thomas tel qu'il est réellement, avec ses urgences, sa fatigue, ses anciennes habitudes. Et maintenant, l'organiseur produit une émotion qu'aucune publicité n'avait montrée. Chaque fois que Thomas le regarde, il se rappelle qu'il ne l'utilise pas assez. L'objet acheté pour réduire l'écart avec son identité idéale souligne désormais cet écart. Un samedi, Thomas cherche un câble dans le placard du couloir. Il retire une boîte, puis une autre. Derrière elle, il trouve un tapis de sport encore entouré de sa sangle, un extracteur de jus difficile à nettoyer, un microphone acheté pour un projet jamais commencé. Le carnet noir, une formation en ligne dont il a regardé 3 leçons. Aucun de ces achats n'était délirant. Chacun possédait une raison. Le tapis devait créer un Thomas sportif. L'extracteur, un Thomas qui prend soin de lui. Le microphone, un Thomas créatif. Le carnet, un Thomas organisé. La formation, un Thomas plus libre. Thomas reste immobile devant le placard. Il ne regarde pas des objets. Il regarde un musée de ses vies futures. Toutes les personnes qu'il a essayé de devenir en commençant par payer. Et voici peut-être la partie la plus inconfortable. Ces objets n'étaient pas inutiles au moment de l'achat. Ils avaient une mission. Donner de l'espoir, restaurer du contrôle, réduire une culpabilité, rendre le changement visible. Le problème est qu'ils avaient été recrutés pour accomplir un travail impossible, changer Thomas avant que Thomas ne change ses gestes. Certains travaux récents vont même plus loin. Lorsqu'un produit est acheté pour réparer une blessure dans un domaine précis, il peut finir par rappeler cette blessure. Le livre acheté après s'être senti ignorant. Le matériel acheté après s'être senti paresseux. L'agenda acheté après s'être senti incapable de s'organiser. Chaque utilisation devient alors un test, et chaque non-utilisation un verdict. L'objet qui devait rassurer se transforme en preuve silencieuse contre soi. C'est pour cela que Thomas ne doit pas ouvrir ce placard comme un tribunal. La culpabilité reproduirait exactement le malaise que les prochains achats tentèrent de soulager. Il doit l'ouvrir comme une archive. Qu'est-ce que j'espérais devenir? De quoi avais-je besoin à ce moment-là? Et quelle partie de ce besoin existe encore aujourd'hui? Alors faut-il attendre 3 jours avant chaque achat? Calculer chaque coût par utilisation? Transformer le moindre plaisir en décision administrative? Non. Un objet n'a pas besoin d'être productif pour être légitime. Un livre peut être acheté pour le plaisir de le posséder. Une belle tasse peut ne résoudre aucun problème. Un vêtement peut simplement donner de la joie. Le plaisir assumé n'est pas le piège. Le piège commence lorsque Thomas croit acheter un objet, alors qu'il tente secrètement d'acheter une identité. Il lui faut donc un filtre qui ne demande pas. Est-ce absolument nécessaire? Cette question éliminerait presque tout ce qui rend une vie agréable. Il pose 5 questions différentes. Première question. Quel problème précis cet objet résoudra-t-il dans les 7 prochains jours? Pas un jour. Pas quand Thomas aura davantage de temps. Cette semaine. Deuxième question. Est-ce que je veux l'objet ou la personne que je m'imagine devenir avec lui? Si la réponse est la personne, l'achat peut attendre que Thomas accomplisse d'abord un geste gratuit vers cette identité. Faire une séance avant d'acheter l'équipement. Écrire une page avant de choisir le carnet. Cuisiner 3 fois avant de commander l'appareil. Troisième question. Quelle émotion est présente maintenant? Fatigue, ennui, honte, perte de contrôle. L'émotion n'interdit pas l'achat. Elle indique simplement que le prix affiché
n'est peut-être pas le seul prix en jeu. Thomas ajoute une règle simple. Il ne prend aucune grande décision d'achat pour résoudre une émotion qu'il n'a pas encore nommée. Il peut toujours acheter ensuite, mais il refuse que la caisse réponde avant lui. 4e question. Si cette offre existait encore dans 3 jours, est-ce que je voudrais toujours ce produit? Quand un site impose son urgence, Thomas crée son propre calendrier. Il ne met plus l'objet dans son panier. Il le met sur une liste, avec une date. 5e question. Où sera cet objet dans 30 jours? Pas dans la publicité. Chez lui. Sur quelle étagère? Avec quel câble? À la place de quoi? Cette question paraît banale, mais elle oblige la promesse à entrer dans une pièce réelle. 2 semaines plus tard, Thomas voit une publicité pour un appareil de cuisine compact. L'image promet des repas sains en 8 minutes. Il ressent l'envie familière. Cette fois, il reconnaît aussi l'histoire. Le Thomas du futur cuisine calmement chaque soir. Il ajoute le produit à sa liste. Date de réexamen, jeudi. Jeudi, l'envie a disparu. Pas parce que l'appareil était mauvais, parce que l'émotion qui devait l'utiliser avait disparu avant lui. Cette liste n'est pas un cimetière de plaisir. Certains objets y restent 3 jours, puis 10. Et Thomas les veut toujours. Le délai n'a pas détruit le désir. Il l'a débarrassé de l'urgence. Ce qui survit devient une décision plus claire. 1 mois plus tard, Thomas veut un casque pour travailler dans le bruit. Il attend. Le besoin reste. Il sait quand il l'utilisera, où il le rangera et quel problème il résoudra dès lundi. Alors, il l'achète, sans culpabilité. Le but n'était jamais de supprimer les achats. Le but était de séparer le désir qui passe de l'usage qui reste. Thomas conserve l'organiseur numérique, mais il cesse de lui demander de transformer sa vie. Le dimanche suivant, il ne configure pas un système parfait. Il inscrit 3 rendez-vous, une course, et l'appel à sa mère. Cela prend 4 minutes. L'objet est enfin devenu moins impressionnant et plus utile, parce qu'il n'a plus apporté l'identité entière de Thomas, seulement 5 lignes de sa semaine. Nous n'achetons pas seulement des objets, nous achetons du contrôle quand nous nous sentons dépassés, de l'espoir quand nous sommes déçus, une identité quand nous doutons de nous-mêmes, et un futur lorsque le présent ne nous plaît pas. Les vendeurs ne créent pas tous ces désirs, mais les meilleures publicités savent exactement où les rencontrer. Alors, avant le prochain paiement, ne demandez pas seulement « À quoi sert cet objet ?» Demandez aussi « Quel travail émotionnel suis-je en train de lui confier ?» Car les objets peuvent servir votre vie, ils ne peuvent pas la commencer à votre place. Quel objet chez vous représente une ancienne version future de vous-même? Racontez-le en commentaire. Et si vous voulez comprendre les mécanismes invisibles qui dirigent votre argent, abonnez-vous à Impact Finance. Ce contenu est proposé à des fins éducatives générales. Il ne constitue pas un conseil financier personnalisé.